pour la discussion de cet après-midi, qui est un peu en fait la continuité de celle de ce matin. Donc la personne qui devait animer n'est pas là, mais c'est pas grave, on s'auto-organise. Hein, les événements de la journée ont un peu bouleversé certains trucs quand même, de la nuit surtout. Ouais. Alors pour commencer, j'avais envie de vous lire un petit texte qui parle de bassin versant, et ça permet un peu de poser parce que toute cette pensée des bassins versants, elle est quand même ample et en même temps elle peut être très simple. Et je crois que ce texte résume pas mal la simplicité en question des bassins versants. Donc c'est un texte qui a été écrit par un auteur poète américain qui s'appelle Gary Snyder dans les années 70 et qui s'appelle Accéder au bassin versant. Un bassin versant est quelque chose de merveilleux à prendre en compte. Ce processus, pluie, cours d'eau, évaporation des océans, fait que chaque molécule d'eau sur Terre fait le grand voyage tous les 2 millions d'années. La surface est sculptée en bassin versant, une sorte de ramification familiale, une charte relationnelle et une définition des lieux. Le bassin versant est la première et la dernière nation dont les limites, bien qu'elles se déplacent subtilement, sont indiscutables. Les races d'oiseaux, les sous-espèces d'arbres et les types de chapeaux ou les habits de pluie se répartissent souvent par bassin versant. Pour le bassin versant, les villes et les barrages sont éphémères et ne comptent pas plus qu'un rocher qui tombe dans la rivière ou qu'un glissement de terrain qui bouge temporairement la voie. L'eau sera toujours là et elle arrivera toujours à se frayer un passage. Aussi contrainte et polluée que puisse être la rivière de Los Angeles aujourd'hui, on peut aussi dire que de manière plus globale, cette rivière est vivante et qu'elle coule bien en dessous des rues de la ville dans des caniveaux géants. Peut-être que de telles déviations l'amusent. Mais nous, qui vivons à l'échelle des siècles et non des millions d'années, devons maintenir ensemble le bassin versant et ses communautés afin que nos enfants puissent profiter de l'eau pure et de la vie qui gravite autour de ce paysage que nous avons choisi. Du plus petit des ruisseaux situés au sommet de l'arête jusqu'au tronc principal d'une rivière approchant des plaines, la rivière ne constitue qu'un seul lieu et qu'une seule terre. Le cycle de l'eau inclut nos sources et nos puits, le manteau neigeux de la Sierra Nevada, nos canaux d'irrigation, nos stations de lavage et les saumons qui remontent la rivière au printemps. C'est la rainette crucifère dans l'étang et le pic glandivore qui papote sur le reste d'un vieux tronc. Le bassin versant ne répond pas à la dichotomie ordonnée-désordonnée, car ses formes sont libres, mais d'une certaine manière inévitables. La vie qui se développe à l'intérieur du bassin versant constitue la première forme de communauté. Le programme d'un conseil de bassin versant commence de manière modeste. Essayons de réhabiliter notre rivière de telle manière que le saumon puisse s'y reproduire de nouveau. En essayant de compléter ce programme, une communauté est susceptible de devoir lutter contre l'industrie forestière commerciale en amont, l'accaparement de l'eau pour sa vente en aval, la pêche au filet taïwanaise au large dans le Pacifique Nord, et toute une série d'autres menaces nationales et internationales pour la santé du saumon. Si une foule de gens se joint à l'effort, des gens de l'industrie forestière et du tourisme, des rancheurs et des paysans bien établis, des retraités qui pêchent à la mouche, des entreprises et les nouveaux arrivants qui vivent dans les forêts, les zadistes, quelque chose pourrait en sortir. Mais si cet accord commun était imposé d'en haut, cela n'irait nulle part. Seul un engagement populaire sur le long terme pour préserver le territoire peut apporter la stabilité politique et sociale nécessaire à la conservation de la richesse biologique des régions californiennes. Et Gary Snyder, voilà. C'est un auteur, un poète du mouvement biorégionaliste américain dont on reparlera peut-être dans la discussion. Du coup, ce matin, c'était fort ce moment d'échange où on a pu partager, plein de collectifs ont pu partager les différents angles qu'il peut y avoir et toutes les diversités qu'il peut y avoir d'accaparement de l'eau aujourd'hui et de la manière dont on peut lutter ou en tout cas s'organiser par rapport à ça. Et du coup, je crois que cet après-midi, il y a eu l'envie de donner la parole un peu plus longuement, spécifiquement,
à Benjamin qui représente donc le syndicat de la montagne Limousine. Il va vous expliquer qu'est-ce que c'est. Parce que, à bien des égards, ce qui s'expérimente sur le plateau de Millevaches, là où se situe donc, le syndicat de la montagne Limousine, depuis quelques années, peut faire écho, et notamment sur les manières dont on peut avoir de s'organiser, non pas sur l'eau, mais à partir des rivières et des bassins versants. Voilà. Je te laisse la parole, Benjamin, présenter un peu tout ce que vous faites là-haut. Bonjour. Alors juste pour la petite histoire de pourquoi est-ce qu'on est ici pour parler de ça, il y a quelques mois, dans le cadre du syndicat de la montagne Limousine, donc il y a un syndicat d'habitants sur un territoire. On a un territoire qui est un plateau, une moyenne montagne, sur lequel il y a une diversité d'initiatives depuis 30 ou 40 ans, de tentatives de s'organiser à l'échelle du territoire, c'est-à-dire au-delà des échelles communales, et de se saisir des questions qui traversent le territoire. Il y a quelques mois, on a, dans le fil d'une réflexion sur l'eau, notamment qui était partie sur la question de l'eau du robinet, comment l'eau arrive au robinet chez nous et quels sont les enjeux des régies municipales, parce que chez nous, c'est que des régies municipales pour l'instant, mais il y avait un peu comme partout la question que ce soit transféré, la compétence eau soit transférée aux communautés de communes, qui elles-mêmes devenaient de plus en plus grandes. On s'est posé la question de voilà, quelle maîtrise on peut avoir sur la question de la ressource en eau, sa qualité, sa quantité. Et du coup, on s'est dit, au bout de 2 ans à travailler sur cette question, qu'il fallait qu'on élargisse la réflexion et qu'on enquête vraiment sur qu'est-ce qui se passait avec l'eau sur notre petit bout de territoire. Et c'est dans le cadre de cette enquête qu'on a notamment invité des amis de Bassines Non Merci à venir nous parler de ce qui se passait un peu plus bas sur le bassin versant, en se disant, voilà, nous on est sur un pays de sources, on est au carrefour entre les sources de la Creuse, les sources de la Vienne et les sources de la Vézère. Et donc, partant de notre petit bout de territoire, il y a toute une histoire qui se déroule jusqu'à différents estuaires. Et on s'est dit qu'il fallait que pour avoir une réflexion un peu conséquente sur ces questions-là, il fallait réfléchir à cette échelle-là. Et commencer par là, de là où on était, donc commencer en bas de chez nous, sur les sources de la Vienne. Et donc on a fait ce petit travail d'enquête. Je reviendrai un peu sur le syndicat en tant que tel après, mais c'était pour introduire un peu la discussion. Donc, moi je représente ici le groupe O du syndicat de la montagne Limousine. Donc c'est d'abord un syndicat d'habitants qui se saisit de toutes les questions qui peuvent concerner les habitants, donc que ce soit la forêt, parce qu'on a beaucoup de foresterie industrielle chez nous, que ce soit la question de l'accueil des migrants, que ce soit la question éducative, les questions agricoles, les questions d'accès au foncier, les questions d'accès au logement. Et on a décidé de prolonger cette question sur ce travail sur l'eau en faisant une espèce d'enquête publique autogérée, en appelant les habitants à nous rejoindre tout au long de 12 jours en partant des sources de la Vienne, qui sont ici, et en descendant le cours de la Vienne et en visitant à travers... donc ça, c'est pas très long, hein, notre territoire est tout petit, c'est une trentaine de kilomètres. Hein, donc on faisait ça par portion en descendant à pied et en chaque fois en invitant des personnes qui avaient quelque chose à dire sur ce qui se passait à cet endroit-là. Soit des habitants qui connaissaient cet endroit depuis longtemps, soit des techniciens du parc naturel régional, des techniciens du conservatoire des espaces naturels, des pêcheurs, des agents EDF qui travaillaient dans les ouvrages d'hydroélectricité sur le terrain, des paysans aussi. Et donc au fur et à mesure essayer de déplier de manière ouverte et publique tous les enjeux qui venaient peser sur ce petit bout de bassin versant là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié ça à quelques milliers d'exemplaires, qu'on a distribué massivement sur le territoire, en habitant, y compris dans toutes les mairies, en leur disant voilà, venez avec nous enquêter le bassin versant. Donc on a parlé à la fois des questions de pastoralisme, les questions de l'impact des ouvrages hydroélectriques, parce que nous on est sur une zone, vous connaissez peut-être le lac des Vassivières, qui est un lac qui est une zone touristique, la zone touristique principale du Limousin, mais qui sert aujourd'hui principalement de réserve supplétive d'eau pour maintenir l'étiage de la Vienne, pour refroidir les réacteurs de la centrale de Civaux, qui est pas très loin d'ici. Donc il faut dire comme on est lié géographiquement. Et qui existe du coup depuis les années 50. Donc tous ces cours d'eau sont déviés de manière régulière pour alimenter toute une série d'ouvrages hydroélectriques
et avec une seule turbine qui est vers Perret-le-Château. Mais aujourd'hui, ça sert principalement, l'argument principal de maintien de ces infrastructures, c'est le maintien de l'étiage de la Vienne. Sachant et du tourisme. Mais sauf que le tourisme n'est plus l'argument principal, puisque maintenant, au fil de 3 années de sécheresse, il se trouve qu'à partir de mi-août, le lac est vidé pour maintenir l'étage de la Vienne, alors qu'il y a encore des touristes qui ne peuvent plus faire de bateau. Et donc on voit bien que là aujourd'hui, alors pour la petite histoire, peut-être que Swan pourra en dire un peu plus tout à l'heure, mais la centrale de Civaux, c'est la seule centrale en France qui est sur une rivière et pas sur un fleuve au monde. Et qu'il y a eu régulièrement des problèmes les dernières années sur le refroidissement, notamment du fait des baisses de débit sur la Vienne. Alors ce qu'on a découvert au fil de ce parcours-là, c'est tout un tas de gens qui ont différentes manières de se rapporter à la rivière, et puis aussi des institutions qui sont quand même assez structurées en France avec les agences de l'eau et les différents niveaux qu'il y a autour, mais qui sont relativement opaques aux habitants, c'est-à-dire que la plupart ne comprennent pas comment ça marche, ni qui siège dans ces institutions, ni qui a réellement un pouvoir de décision. Et donc c'est nous-mêmes qui nous intéressions un peu à la question depuis des années, on avait vraiment du mal à comprendre. On s'est même rendu compte en invitant des représentants de l'établissement public du bassin de la Vienne, qui est censé coordonner les politiques de l'eau à l'échelle de ça, qu'eux-mêmes avaient du mal à nous expliquer qui était responsable de quoi. Et donc notre premier travail c'était ça, d'aller toquer à la porte et se dire bon en fait vous décidez de quoi, vous servez à quoi. Et puis de voir que voilà principalement ce que font ces institutions-là, qui pour certaines vont quand même vraiment essayent d'aller dans le bon sens, mais sont sous-dotées par rapport à d'autres institutions. En tout cas, ce qu'elles accumulent pour l'instant, c'est surtout des données. Il y a énormément d'enquêtes qui ont été faites sur la qualité et la quantité d'eau sur les dernières années. Et un chiffre un peu comme ça à la volée, c'est qu'ils se sont rendus compte que sur les 10 dernières années, on a une baisse tendancielle de 30% du débit d'eau sur la Vienne et jusqu'à 50% sur les mois d'été. Et que du coup, que la cause principale identifiée de cette chose, c'est notamment le fait qu'il y a énormément de surfaces d'eau, notamment les lacs, mais tous les plans d'eau. À l'échelle du Limousin, on a quelque chose comme 30 000 plans d'eau qui sont la première cause d'évaporation. Voilà. Et qui évaporent beaucoup plus que la centrale de Civaux ou que d'autres types d'industries. Donc pour dire, parce que là ça relie quand même à l'action des bassines, c'est comment les surfaces d'eau à ciel ouvert sont un problème, et leur multiplication sont un problème qui ne fait qu'accentuer le problème et pas le résoudre. Voilà. Donc voilà, ça c'était notre idée, c'était de faire ça, de rencontrer tous les acteurs à travers cette entrée assez simple. En gros, venez marcher avec nous au bord de la Vienne et on va se raconter ce qui se passe sur notre territoire, en commençant au plus près, dans l'idée de réunir un maximum d'informations et de faire venir des pédologues, enfin différents experts aussi, mais pas que. Aussi des gens qui avaient de mémoire vivante vu se modifier le statut de la rivière dans la vie commune aussi. Parce qu'un des constats qu'on a fait, c'était que la rivière, qui avait été à un moment un espèce d'axe central du point de vue économique et social sur notre plateau, c'est-à-dire qu'il y avait des moulins à peu près tous les 2 km, il y avait un moulin, les prés de fond étaient très utilisés dans le système agricole pastoral, et que là aujourd'hui toutes ces zones sont à l'abandon, à part dans les zones qui ont été balisées à des fins touristiques ou de parcours de pêche. Et que finalement l'existence des réseaux routiers et le remplacement de la ressource eau, les ressources énergie eau par le pétrole avait fait que toute cette zone avait été complètement laissée à l'abandon et était sortie un peu de la perception commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les villages, on cherche un peu les anciens qui sont encore capables de savoir où sont les sources, quels sont l'historique d'exploitation des sources, des captages, et que la plupart des habitants n'ont plus de relations quotidiennes avec cette question. Et donc c'était ça l'objet de l'enquête, c'était de dire comment est-ce qu'en tant qu'organisation d'habitants qui essaie de faire valoir le pouvoir des habitants sur leur existence, sur leur territoire, il fallait reconstituer d'abord une culture de l'eau pour que ces choses qui étaient passées quasiment à l'oubliette redeviennent un savoir commun, un bien commun réellement. C'est-à-dire que soit on sorte du slogan de dire l'eau est un bien commun. Comment est-ce que on est conséquent avec cet énoncé? Ça commence par savoir que chacun, là où il habite, sache par où passe l'eau, d'où elle vient, où elle va, qu'est-ce qui est impactant sur cette ressource. Quelle est son histoire aussi.
On a notamment vu qu'il y avait tout un tas de savoirs très anciens de gestion de l'eau qui étaient assez techniques, ce qui est un peu un autre parallèle avec le Marais Poitevin. Il y avait une science de l'eau, une science populaire de l'eau qui était quand même très élaborée et qui, en l'espace de 2 générations, a complètement été abandonnée. Au terme de ce travail-là, on avait invité donc, différentes personnes qui travaillaient soit sur d'autres bassins versants et les amis de Bassines Montmercy, et puis on s'est posé la question de, voilà, nous on essaie de travailler, on s'est dit il faut restaurer les échelles sur lesquelles on a un pouvoir sur les événements, donc pour nous c'est celle de notre petit plateau, on se dit qu'à cet endroit-là, ça doit représenter à peu près 25 000 habitants. Qu'à cet endroit-là, on a les mains sur un certain nombre de leviers, on a des possibilités de rapport de force avec les institutions, avec les lobbies divers aussi, et qu'on peut vraiment inverser le cours des choses à cet endroit-là. Mais que, bien sûr, on est à un moment limité par... voilà, on ne peut pas agir que localement et qu'on doit trouver les échelles sensées pour s'organiser. Ce qui nous a amené à commencer à parler de bassin versant et à se dire voilà, comment est-ce que, depuis des entités territoriales qui sont bien ancrées, qui construisent des rapports de force conséquents, on peut s'allier avec d'autres réalités du même ordre et qui nous donnent un pouvoir à ces échelles-là, notamment à l'échelle du bassin versant, sur lesquelles il y a des institutions auxquelles on peut s'adresser, sur lesquelles on peut faire pression, qui sont les agences de l'eau et les différents niveaux décisionnels qui en découlent. Voilà, c'était un petit peu pour l'introduction. Maintenant, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont des expériences à raconter qui sont un peu du même ordre, qu'on peut réfléchir aussi à qu'est-ce qui pourrait se passer suite à ce printemps maraîchin où on est en réaction sur les projets de bassines. Comment est-ce qu'on peut s'organiser de manière un peu plus dense, un peu plus conséquente sur le long terme à l'échelle du bassin versant sur cette question de la ressource en eau. Oui, alors juste pour le syndicat, pour définir, donner un petit peu le cadre, c'est l'aboutissement de différentes dynamiques d'organisation d'habitants, d'associations et de collectifs qui existent depuis 20 à 30 ans et qui s'est formalisé en syndicat en 2019 en se disant voilà, maintenant il faut qu'on ait une seule voix, qu'on ait une espèce de programme de territoire qui n'est pas un programme électoral mais qui est en gros voilà, nous notre projet de territoire c'est ça. On l'a défini en 6 axes. Alors il y a un peu de propagande là-bas, si vous voulez. En disant voilà les 6 axes sur lesquels on prétend intervenir et développer notre projet. Et donc réunir les habitants, alors à la fois c'est des formes constituées, des associations, des coopératives, des simples habitants, et constituer une force de travail avec différents groupes de travail qui travaillent sur des thèmes assez divers, et avoir une force d'appel suffisamment conséquente pour pouvoir empêcher certains projets, en promouvoir d'autres, et mettre en place aussi les infrastructures dont on a besoin sans forcément attendre qu'on nous les accorde. L'objet du syndicat, je peux vous lire les différents points. Ça n'est qu'un exemple, hein, c'est pas du tout valeur de modèle. Alors les 6 points, je vous l'ai dit comme ça. Le point 1, c'est relocaliser l'usage des ressources du territoire, l'eau, l'énergie, la forêt et l'alimentation. Le point 2, c'est permettre l'accès à la terre et au logement pour toutes et tous. Le point 3, c'est défendre les infrastructures existantes et se doter des moyens et des services dont ce territoire a besoin. Le point 4, c'est s'organiser face aux violences du système, de l'économie et l'arbitraire administratif, se défendre. Le point 5, c'est mettre en place un droit d'asile local. Il n'y aura pas d'expulsion sur la montagne Limousine. Et le point 6, c'est mettre un terme à notre échelle à la destruction du vivant, des sols et des milieux de vie humains et non humains. Tout simplement. Bravo. Le choix syndical, c'est pas anodin.
le terme et le choix et le rôle et la fonction d'un syndicat dans un commun, c'est important. Donc pourquoi ce choix? Pardon, il faut parler plus près. Et pourquoi avoir fait ce choix? J'ai bien une petite idée, mais ce serait possible de l'expliciter un peu parce que ça c'est illustrant, le contenu un petit peu moins, mais le fait de décider de passer en syndicat plutôt que d'être en association diversifiée ou diverse sur un territoire. Le syndicat, il n'a pas de structure légale aujourd'hui. Il a une existence de fait. Il réunit différentes associations qui participent, mais il n'y a pas aujourd'hui, à ce stade, de statut légal. Et on a choisi le terme syndicat en référence à deux choses, enfin trois, je dirais. Le côté syndical, construction de rapports de force. Voilà, aussi en référence à d'autres formes syndicales, mais aussi parce que c'était une référence qui avait du sens chez pas mal d'habitants du plateau sur les syndicats d'électrification, c'est-à-dire d'un moment les gens qui se mettent ensemble pour mettre en œuvre les moyens les ressources dont ils ont besoin, les infrastructures dont ils ont besoin. L'idée c'était qu'on soit à la fois dans le registre, qu'on puisse être dans le registre de la revendication et du rapport de force, mais aussi dans le fait de promouvoir des choses qui n'étaient pas existantes jusque-là et répondre à des besoins qui ne sont pas identifiés par l'institution. Et le troisième aspect, c'est parce qu'on a commencé le travail en faisant des voyages d'études dans différents territoires où les gens s'organisaient sur la base de leur territoire. Et on a notamment été en Catalogne, dans lequel il y a un mouvement de syndicats d'habitants et syndicats de quartier ou de villages qui est très fort. Notamment autour des questions de logement, mais pas que, sur les questions des moyens de subsistance. Bonjour à tous, j'interviens au nom du collectif À pas de l'autre, qui est un collectif ariégeois. Redis le nom du collectif. Le collectif s'appelle À pas de l'outre, et je vous raconte l'histoire rapidement. Il y a une grande réserve d'eau qui a été faite, c'est-à-dire un barrage, pour permettre de faire... donc qui s'est constitué avec 3 départements, l'Ariège, l'Aude et la Haute-Garonne. Et cette réserve d'eau sert justement aux maïsiculteurs qui sont en aval. Et lorsque cette retenue a été faite il y a 35 ans, il était prévu d'avoir une partie, un lac à niveau constant, qui se déverse dans le lac à niveau variable, dans lequel justement les maïsiculteurs puisent et qui fluctue énormément avec le changement climatique, la répartition des précipitations. On a observé que pendant 2 étés qu'on a eu très sec, enfin 2 années, on n'avait pas de neige en montagne tant, il a plu peu. Et en fait, le lac est descendu, il n'est pas remonté, il est descendu. Et donc les pouvoirs publics prévoient de détourner un nouveau cours d'eau pour pouvoir justement le remplir en dégradant toute la biodiversité qu'il y a sur ce cours d'eau. Donc là, il y a des recours juridiques parce qu'il y a des associations environnementalistes qui s'en sont occupées. Donc voilà, le temps de la justice est en place, et il est très long, donc on se positionne là-dessus. Et surtout, ce qui vient d'arriver tout récemment, c'est que sur ce lac à niveau constant, dès le début du projet, donc il y a 35 ans, les collectivités voulaient utiliser cette partie pour développer un projet touristique. Donc il y a eu pas mal de démarches, pas mal de projets qui ont été présentés. Et là, il y en a un qui est en train de se finaliser. Le porteur de projet s'appelle Gaspard de Moustier et son entreprise s'appelle Cocou. Son secteur d'activité, c'est l'écotourisme. C'est comme ça qu'il le décrit, on peut le définir si on veut. Mais je pense qu'il est très discutable. Et donc il a déjà créé sur 4 endroits en France des petits logements de luxe, parce que donc, son projet c'est de faire des maisons, des cabanes, il appelle ça des cabanes, qui sont donc éco-responsables, c'est-à-dire fait avec des matériaux recyclables, biosourcés, et qui louent 250 € la nuit. C'est-à-dire que 250, enfin ça dépend de la cabane, mais en moyenne c'est ça, c'est plus de 200 €. Faut bosser un peu. Donc ça veut dire que déjà ça correspond, les gens qui vont bénéficier de ce genre d'activité, ce sont des gens qui auront un niveau de vie avec la manière dont ils auront acquis ce niveau de vie, qui vont arriver sur le territoire d'une manière ou d'une autre, mais souvent avec un impact écologique. Et surtout, le gros problème, c'est que ce lac à niveau constant, depuis 35 ans qu'il est en place, et bien la nature a repris ses droits. C'est-à-dire que c'est une zone de biodiversité, avec des zones humides qui sont développées, donc qui sont protégées par la réglementation française. Et donc, ils veulent faire des cabanes à différents endroits, relier ces endroits avec des petits bateaux électriques, pour que les gens puissent se déplacer, passer sur les berges avec des vélos électriques. Et surtout, ils vont défoncer, une fois qui s'est reconstitué, ces zones humides. Et on a observé qu'il y a eu des études qui ont été faites par des associations
qui sont reliés à ce collectif à pas de loutre. Et il y a, je ne me souviens plus, j'ai plus les nombres exactement, mais il y a des centaines d'espèces qui sont protégées par notre réglementation. Et il y a eu des dérogations pour que ce projet puisse se faire. Donc il y a 4 cours en justice qui ont été portés par les associations qui soutiennent ce collectif. Et là, ils ont les permis de construire, qui ont été déposés à différents endroits. C'est-à-dire qu'à tout moment, les machines peuvent arriver pour bétonner et privatiser cet espace de nature. Et là, si je vous en parle là maintenant, c'est parce que justement, on est plusieurs dans ce collectif, et au-delà, autour, qui pensent qu'il ne faut surtout pas, qui bétonnent, qu'on défonce la loutre qui est en train d'arriver sur ce domaine, qu'on perd des chauves-souris qu'on trouve un milieu. On sait très bien que dans ce système, voilà, nous les êtres humains, on fait partie du système, on est la nature, et que dès qu'on vient chamailler un petit peu une partie, on se chamaille nous-mêmes à terme. Donc voilà, il est fort probable qu'à un moment donné, il faille se mobiliser pour être là sur le terrain, pour arrêter les machines. Donc voilà, je vous en parle, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler du collectif à pas de loutre. Mais voilà, sachez que si vous n'entendez pas parler à nouveau de ça parce qu'il faut passer à l'action, vous aurez été prévenu. Voilà. Et donc, alors ouais, géographiquement, ça se passe donc en Ariège. La préfecture c'est Foix, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand on descend vers l'Andorre. Et là, ça se passe sur la commune de Montbel, et le lac s'appelle le lac de Montbel. C'est à côté de Lavelanet, Mirepoix, vraiment à la frontière avec l'eau, parce que Montbel est dans l'eau. Véran qui est sur le lac aussi est en Ariège, donc on est vraiment sur la limite entre ces deux départements. Voilà. Merci. Merci. Alors, du coup, merci pour cette intervention, et c'est vraiment super d'avoir ces temps de partage, de lutte, parce qu'on se rend compte qu'il y en a partout. Du coup, l'idée c'est un peu de partir faire une espèce d'assemblée. La thématique était un peu vague en fait, c'était qu'est-ce qu'on fait ensuite, qu'est-ce qu'on fait après ce week-end, qu'est-ce qu'on fait maintenant, là, dans la situation dans laquelle on est, qui a été pas mal décrite, notamment donc, avec les interventions de ce matin. Moi, ce que j'avais peut-être envie de dire pour introduire un peu le temps d'échange qu'on vous propose maintenant, c'était comment dire, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'eau en ce moment. Il y a des choses dont on n'a pas parlé ce matin, mais par exemple, il y a une initiative pour un Parlement de Loire, il y a aussi l'appel du Rhône, il y a un fleuve en Corse qui s'appelle le Tavignanou qui a fait une déclaration de ses propres droits. Il y a le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande qui s'est doté d'une personnalité juridique. Il y a tout un imaginaire comme ça, plutôt venu du droit aussi, qui s'ajoute un peu à ce qui se passe autour de l'eau en ce moment. Bon, il y a évidemment tous les combats liés à la mer. Bon, là, il y a eu une intervention des soulèvements de la mer ce matin. Et en fait, j'ai l'impression que l'enjeu, ce matin, on parlait de comités sur l'eau, de faire des comités de l'eau. Et en fait, j'ai l'impression que l'eau, avec le texte que j'ai lu aussi tout à l'heure, et la démarche du syndicat qui s'est aussi un peu ancrée dans cet imaginaire-là, c'est que l'eau, c'est pas tant une thématique militante que ce qui nous relie toutes et tous géographiquement. Et que, en fait, je dis nous parce que j'ai aussi participé à l'enquête, là, à l'élaboration de cette enquête sur le bassin de la tête de bassin de la Vienne, c'est que l'eau, elle a été en fait surtout un prétexte à aller rencontrer les gens et les habitantes et les habitants qui pratiquent de plein de manières différentes les cours d'eau. Que ça soit en marchant, que ça soit en gérant l'eau potable, que ça soit en restaurant les vieux moulins, que ça soit en étant EDF et en gérant les barrages, etc. etc. Et qu'en fait, suivre les cours d'eau, c'est une bonne manière d'aller à la rencontre de ceux qui habitent, de celles et ceux qui habitent autour de nous, en sachant que certainement un des problèmes majeurs qu'on a aujourd'hui, c'est celui-là, c'est celui de ne plus être trop en lien avec ce qui habite autour de nous. Et que du coup, l'eau est en fait un super prétexte, parce qu'en fait, tout le monde y a intérêt. Un truc que tu n'as pas dit aussi sur l'enquête du syndicat, c'est qu'elle est aussi partie de sécheresse où en fait, une chose qui était inimaginable sur le plateau de Millevaches il y a quelques années, Millevaches ça veut dire, Millevaches c'est les sources, donc les 1000 sources, et en fait il y a eu ravitaillement en eau en citerne dans certains villages, notamment en Sud-Creuse, et c'était ce qu'il y avait un peu en titre aussi du prospectus qui a été envoyé partout, c'est mais si la agua venait à manquer, et si l'eau venait à manquer quoi. Et ça a choqué aussi pas mal les gens. C'est-à-dire que en fait, quand le truc il est arrivé dans les mairies de la région, tout le monde s'est dit ah ouais non mais en fait c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on commence à se poser cette question quoi. Et donc partir de là et lancer des dynamiques comme celle-là, j'ai l'impression que c'est une bonne piste parce que il y a ce truc de lutter, c'est important, mais il y a aussi ce truc on a aussi beaucoup parlé de conditions d'habitabilité. Comment est-ce qu'on va habiter? La question c'est plus
enfin la question dans des 50 années qui viennent, c'est comment est-ce ça va être possible d'habiter, et pour habiter il faut de l'eau, quoi. Et donc repartir de là en fait, et à partir de là on s'est posé aussi tout un tas de questions sur, en fait, ok, comment ça va être chez nous là dans la montagne, notamment par exemple la pluie, est-ce que va y avoir la pluie par chez nous, le lien avec la forêt, on a aussi beaucoup parlé du lien avec la forêt. La forêt qui alimente elle-même l'eau, qui alimente les rivières, qui alimentent elle-même la mer. Enfin, tout ce jeu d'interconnexion, ce grand jeu de l'eau là, il va être bouleversé, il l'est déjà. Et en fait, il va falloir qu'on soit au plus près de nos cours d'eau, parce que d'un cours d'eau à un autre, d'une montagne à une plaine, ça va pas du tout être les mêmes réactions. Et pour cela, on a besoin à la fois de savoir scientifique, mais on a aussi surtout besoin, je crois, de se retrouver. Et c'était ça qui était le plus marquant dans ce qu'on a vécu, je crois, dans notre enquête, c'était de retrouver la civilisation morte au siècle dernier, quoi. De retrouver la civilisation paysanne qu'on a perdue, qui en fait, elle savait vivre là, sans infrastructures énormes, quoi. Et donc d'enquêter là-dessus, ça a été aussi de retrouver, on avait l'impression d'être dans les gorges de la Vienne, là, on avait l'impression d'être dans les vestiges, dans les ruines d'une civilisation ancienne, la civilisation limousine, quoi, où il y avait tout un système de pièves, de moulins, etc., hyper complexe qu'on ne comprenait pas. Le Marais est juste à 2 pas d'ici, c'est pareil en fait, ce que tu as dit, quoi. Et donc comment faire ça alors qu'on a perdu en fait une grande partie de ce savoir, mais qu'il est encore un peu là, quoi, un peu dans les ruines, quoi. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'ouverture de la discussion qu'on a envie d'avoir avec vous. Je ne sais pas dans quelle direction ça peut aller, on n'a pas trop préparé non plus, ce temps, plus que ça, mais la parole est ouverte et on peut y aller, quoi. Donc est-ce que si quelqu'un veut bien m'assister dans le fait de prendre les tours de parole, ça serait sympa. Voilà. Oui, alors là on parle de bassin versant qui correspond... Ouais, le micro vraiment proche sur le menton. Voilà, comme ça. Ouais, super. Le bassin versant, ça correspond à une unité géographique qui ne correspond pas du tout aux unités administratives. Et en ce qui nous concerne, nous, les bassines, en fait, on parle du Marais Poitevin, qui est en fait déjà sur 4 départements, 2 régions. Ça, c'est pour le Marais Poitevin. Après, tout ce qui est l'aval, l'aval concerne aussi des départements différents. Pour le département de la Charente-Maritime, là où je suis, je sais qu'il y a 2 agences de l'eau, parce on dépend à la fois de Loire-Bretagne et de Adour-Garonne. Donc, tout ça, a priori, c'est assez compliqué. Donc ça nous imposera à nous aussi à nous organiser autrement. Donc pas de façon géographique, administrative, mais plutôt de façon géographique que de façon administrative. Et là, il me semble que ça mérite réflexion pour éviter de se perdre, quoi, et de perdre du temps. Et en fait, le combat contre les méga-bassines, ça nous réunit autour de le méga-bassine, ça conserve la Sèvre niortaise, donc qui concerne à la fois les Deux-Sèvres, la Vendée et la Charente-Maritime. Moi, je suis à TAC 17. Autour de ce sujet-là, en fait, on s'est déjà réunis, nous, les attaques des différents départements. Mais il faudrait pouvoir, justement, pour mener une lutte efficace, peut-être s'organiser pour chacune de notre côté, dans nos instances au niveau administratif, faire un travail pour ensuite pouvoir le mettre en commun et être plus efficace, quoi. Je vois par exemple sur la Charente-Maritime, on va avoir au nord des coalitions eau qui vont s'occuper, qui vont être en lien avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, mais même à La Rochelle même, on a les 2 agences de l'eau. On a l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour l'adduction d'eau et Adour-Garonne pour ce qui concerne l'assainissement, donc c'est hyper compliqué. En ce qui concerne le marais aussi, il y a le marais mouillé qui est ici, le marais desséché qui est côté mer, et déjà dans l'histoire ancienne, on a presque créé un conflit entre ces territoires parce que les intérêts des autres des uns et des autres sont différents. Donc, je sais pas. En fait, je pose la question, moi je ne sais pas comment on peut arriver à faire du lien entre tout ça, mais ça peut être l'occasion de faire du lien, justement. Je me permets juste une toute petite précision, parce que tout le monde n'a pas forcément le même niveau d'information, mais en France, depuis les années 60, il y a des agences de l'eau.
Et en fait, chacune des agences de l'eau, donc il y en a une par grand, ils ont divisé par grand bassin. Alors c'est plus grand que les bassins versants. Par exemple, Loire-Bretagne, ça comprend tout le bassin versant de la Loire qui fait quasiment un quart du pays, plus la Bretagne, plus ici le bassin de la Sèvre niortaise. Mais juste derrière la Charente et la Seudre, elles sont bassin Adour-Garonne. Adour, c'est le fleuve côtier du Pays Basque, et la Garonne, que j'imagine vous connaissez toutes et tous. Et en fait, c'est un grand millefeuille qui peut paraître complexe de l'extérieur, parce qu'en fait, c'est vraiment un système vraiment intéressant et assez unique qui s'est maintenant propagé à l'Europe depuis, mais qui part de la base. C'est-à-dire qu'il y a ces grandes agences-là qui ont chacune un espèce de parlement de l'eau. C'est intéressant, hein, on a des parlements de l'eau en France, alors ils ne fonctionnent pas très bien, mais ils existent. Et depuis la base, en fait, pourquoi ? Parce que de chaque rivière, chaque sous-bassin versant s'organise. Et c'est un peu les gens, les communautés locales, enfin les communautés de communes, etc., les communes, qui s'organisent. C'est-à-dire que, mais il y en a où c'est organisé parce que c'est en fonction de ce que les gens veulent. C'est-à-dire que c'est pas descendant. C'est un système qui est plutôt remontant. C'est-à-dire qu'il y a des rivières où c'est super bien structuré depuis 50 ans, où il y a vraiment un lien entre l'amont et l'aval et où les gens y causent entre eux. Et il y a d'autres endroits où il y a des rivières où il n'y a rien. Par exemple, j'ai rencontré des gens de la Gartempe. La Gartempe, c'est une rivière qui descend du plateau jusqu'à la Vienne, voilà. Et elle est sur 3 départements, mais sur 2 régions différentes. Là, encore une autre couche administrative complexe. Et les gens de l'amont, de la Gartempe, enfin, quand je parle des gens, là, je parle des gens qui gèrent l'eau, hein. Ils n'ont jamais causé entre eux de l'amont à l'aval. Du coup, il n'y a aucune cohérence entre les deux, quoi. Et il y a d'autres endroits où c'est super structuré. Cet été, j'étais sur l'Oignon, en Franche-Comté, qui est un affluent de la Saône. Là, c'est incroyable. Depuis 40 ans, ça marche trop bien. Les gens, ils se connaissent tous. Ça fait 200 km de long. Ils se connaissent très bien. Je voulais juste faire cette parenthèse technique parce qu'elle est importante. Et aujourd'hui, à l'échelle de l'Union européenne, les bassins versants sont structurants. C'est vraiment important parce qu'en fait, ça fait que cette idée de l'amont, solidarité entre l'amont et l'aval, elle est vraiment présente en Europe. Pour moi, c'est et ça fait 70 ans que ça existe en France, sans que beaucoup de gens soient au courant, en fait. Et c'est un espèce de legs qu'on a quand même sur lequel on peut, je crois, un peu s'appuyer. Le problème, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, qui c'est qui est majoritaire dans cette assemblée-là ? C'est la FNSEA. Et que du coup, les gens ces gens-là n'en ont rien à faire de l'échelle des bassins versants. Eux, ce qui compte, c'est avoir la flotte là où ils en ont besoin, quoi. Mais ils dirigent des institutions ils ont le pouvoir sur les assemblées qui, elles, sont organisées bassin versant, et les écolos qui ont poussé cette vision bassin versant, ils sont minoritaires dedans. Donc ce qui fait que sur la Loire, qui a été un des endroits historiques, les gens qui se battent pour la vision bassin versant, ils sont en minorité en permanence, et donc du coup, ils doivent se battre pied à pied pour chaque truc depuis 40 ans, quoi. Voilà. Je voulais juste faire cette précision technique. Alors, dans la logique de ce que vient de dire la collègue... Moins fort. À l'image de ce que dit la collègue, effectivement, ça renvoie à une science fondamentale qui est la géographie, et qui est orthogonale avec l'histoire, donc c'est vraiment 2 sciences fondamentales. Et il n'y a pas tellement de hasard si elles avaient été un peu mises sous le boisseau, c'est que on était dans l'hubris et on pensait faire des tunnels et des ponts partout, récupérer toutes les matières, les tracteurs de plus en plus gros, etc., de plus en plus puissants, et qu'on n'y aurait plus de limite, quoi. Et là, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a, avec tous ces collectifs, on réensemence cette notion de géographie, et voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver, quoi, et qu'on va démonter cette idéologie qui fait tant de mal. Donc moi, juste, je vois trois axes qui me paraissent assez évidents. Le travail de fond engagé comme dans le Limousin, travail de fond incontournable pour chacun de nos collectifs, et peut-être mis à la sauce à la dimension bassin versant, quelque chose d'effectif aussi dans la réflexion. On va faire ressortir donc un travail d'expertise, notamment pour la Vendée, pour ce qui nous concerne, de c'est quoi le modèle agro-industriel le pire, comment il marche vraiment très mal sur un plan économique, environnemental, quantitatif, qualitatif, pour avoir l'expertise du modèle agro-industriel du maïs, et parce qu'on a tous les documents qu'il faut, donc pour mettre un groupe de travail au national, parce que c'est le seul rempart sur lequel s'appuie la FNSEA, c'est le modèle des bassines de Vendée, qu'ils vendent au niveau national. Donc pour moi, il y a un travail d'expertise, chacun dans son bassin versant, un travail de fond. Il y a un travail très important aujourd'hui de coordination et de communication entre chacun de nos collectifs,
Donc pour moi, c'est carrément qui c'est qui peut donner un coup de main, quelle organisation a les moyens de pérenniser ce printemps maraîchage pour se donner les moyens qu'on reste tous en contact avec des stratégies communes. Donc ça, c'est comment on communique, comment on refait le point sur les fondamentaux d'organisation sociétale. C'est toute notre construction, chaque civilisation, c'est fondé par rapport aux spécificités des bassins versants. Et c'est très important. Et le troisième point, c'est quelle stratégie on émet au niveau national en termes de rapport de force. Parce que si aujourd'hui, pour ce jour, on a réussi à tous se rassembler, aussi syndicats, politiques, sympathisants, associatifs, zadistes et compagnie, il faut qu'on maintienne une stratégie aussi au niveau national. Sur quel rapport de force on envisage, avec qui, par rapport aux différentes filières qu'on a déjà énoncées. Donc ça, c'était le troisième axe. Et pourquoi pas mettre des groupes de travail cet après-midi en place. Je ne sais pas si on va rester comme ça. C'est bien qu'il y ait un temps, mais pour être vraiment opérationnel, peut-être qu'on peut aussi se donner des moyens et d'être dans le concret et basculer à un moment donné, si on en ressent le besoin, en sous-groupe de travail pour produire des choses cet après-midi sur voilà, comment se coordonner, travail de fond. Et c'est quoi l'axe national qu'on prend tous ensemble pour continuer ce rapport de force, quoi. Du coup, c'est bien, je vais compléter. Nous, à la CGT, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les institutions, elles ont été construites par les capitalistes, clairement, et c'est pas fait pour nous. Voilà, c'est pas fait pour nous aider. Si effectivement on arrive à s'emparer des élus et à changer les choses, c'est très bien et c'est tant mieux. Même avec les meilleurs élus, on a vu qu'il fallait leur foutre quand même des coups de pied aux fesses pour qu'ils fassent quelque chose. Donc les institutions telles qu'elles sont construites par l'Europe et par la France, ces institutions capitalistes, elles sont très difficiles à ce qu'on en parle. Et du coup, même si on s'en empare, ils vont réagir, quoi. Voilà. Et du coup, pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, les plus belles armes qu'on a localement et puis même nationalement et internationalement, c'est notre capacité à faire de l'éducation populaire et à trouver le rapport de force. Voilà. Et ça grandit ensemble. C'est-à-dire que quand le rapport de force il est là, c'est aussi un acte militant d'éducation populaire. Cet acte porté ce week-end, il est gros, il va être médiatisé, et c'est l'éducation populaire pour tous ceux qui ne sont pas encore inquiétés de cette question-là. Voilà. Et c'est comment on fait grandir des petits groupes locaux d'éducation populaire pour continuer à agrandir le rapport de force et à construire la bataille, quoi. Parce que vraiment, aller dans les institutions, pourquoi pas, j'ai envie de dire, si on arrive à y changer quelque chose, tant mieux, mais même avec les meilleurs élus, s'il n'y a pas un collectif citoyen derrière, s'il n'y a pas une construction de rapport de force derrière qui leur fout un coup de pied au cul, il ne se passe rien. Voilà, donc vraiment, et nous, du coup, on a des techniques de petite échelle à la CGT d'éducation populaire, notamment on fait un truc qui s'appelle porteur de parole, c'est aussi très utilisé dans les mouvements féministes. Voilà, on pose une question qui interpelle dans la rue, qui est proche du sujet, mais qui fait plutôt polémique, et derrière on discute. On discute ensemble, on sort des pépites des discussions qu'on a ensemble, donc un petit panneau où on avait la question d'abord, et puis on a quelques réponses qui sortent, et ça fait débat, et derrière, les gens disent mais pourquoi vous faites ce débat de rue? Voilà, et c'est là qu'on dit on est telle organisation, on lutte pour telle chose, voilà, et du coup la cause elle n'est pas amenée par un tract ou un rapport immédiat physique, quoi. Elle est amenée par un petit débat qui a construit quelque chose dans la tête des gens. Et derrière, ils s'intéressent. Voilà. Moi, j'aurais plus une question pour approfondir ce que tu disais tout à l'heure. Quand vous êtes allé enquêter sur votre bassin versant et qu'à un moment donné, vous aviez révélé que les techniciens eux-mêmes avaient parfois du mal à répondre à vos questions, est-ce que le fait que justement les habitants se soient emparés de ces questions-là et qu'ils ont révélé que du côté des institutions, c'était des fois compliqué, est-ce que ça a fait aboutir des choses entre des techniciens
entre le fait que, vu qu'ils étaient un peu... Enfin, qu'ils n'ont pas pu répondre à vos questions, est-ce qu'ils ont développé après quelque chose derrière pour dire, bon, on va essayer de je sais pas, peut-être éclaircir nos positions. Est-ce que ça fait en sorte que ça fait du lien entre différents acteurs locaux? Enfin, voilà. Si tu pouvais développer. Ça a fait se rencontrer des gens qui ne se rencontraient pas d'habitude, c'est sûr. Parce que en fait, l'un des constats du départ, c'était que les questions de l'eau et de la rivière étaient souvent reléguées à des questions techniques, donc plutôt des questions de techniciens dans lesquelles finalement on n'avait pas grand-chose à dire. Et qu'on aurait même pu croire qu'en fait, qu'est-ce que des habitants qui ne sont pas spécialisés dans les questions d'eau et d'écologie peuvent venir faire sur cette question-là. Et donc le fait d'ouvrir cet espace-là, c'est des gens, des techniciens qui parfois se trouvent eux-mêmes isolés dans leurs organismes vis-à-vis de leurs élus, se trouvaient appuyés par une démarche qui venait de l'extérieur et trouvaient ça intéressant parce que ça validait le travail qu'ils faisaient, quoi. Quand ils le faisaient, parce qu'il y en a d'autres aussi qui ne le faisaient pas. Si j'ai un autre exemple sur un sujet connexe qui n'était pas la question de l'eau, mais on a fait tout un travail sur la question du transport, notamment parce que nous aussi on est sur un territoire qui est sur 3 départements différents, avec 3 préfectures et tout Et donc il y a eu un travail qui s'est fait sur la question de la mobilité et des transports, et on s'est rendu compte qu'en fait, étant nous à cheval sur 3 confins de départements, on était vraiment desservis par les corbeaux, et qu'en plus quand il y avait des bus, c'était même pas possible de le savoir. Parce que les informations n'étaient pas mises à jour, enfin on comptait pour rien, quoi. C'était le simple fait d'appeler en disant, en tant que syndicat de la montagne limousine, qui était déjà connu sur la question de la forêt, sur la question de l'eau, d'appeler à ce moment-là, en fait ça fait que tous les Comcom et les départements ont mis à jour leur page internet en disant oui, il y a des transports qui arrivent là, à telle heure. Alors qu'avant c'était quasiment impossible de savoir à quelle heure passait le bus, quoi. Et sur la question de l'eau, ça a fait que là aujourd'hui on a identifié des gens, les gens sont reconnus et qu'il y a des envies de continuer à travailler ensemble. Dans un espace qui est justement transverse, qui n'est pas calqué sur les échelles administratives, quoi. Parce que sinon on est sur 7 communautés de communes différentes, 3 départements, et tout est très morcelé, quoi. Et là ce qu'on réintroduit, c'est une continuité pas seulement écologique, une continuité aussi humaine et de relations et d'intelligence de la situation, quoi. Des groupes d'entraide, pardon. Et de quoi? Il y a l'histoire des groupes d'entraide pour le syndicat, ça maille le territoire aussi, quoi. C'est pas juste écologique, quoi. Oui. Donc il y a 3 personnes qui veulent prendre la parole. Je voulais faire une prise de température parce qu'il y a eu cette proposition. Je me dis qu'on est en plénière là. Il est quelle heure? Il est 15h passé. Et donc je me rends pas compte à quel point on continue comme ça, ou est-ce qu'on veut essayer un format en petit groupe? Toi tu dis que ça serait trop juste. Je pense qu'il y a trop de monde crevé pour refaire ce genre de taf. Oui, je pense, oui. Donc, est-ce qu'on continue à un fil de discussion comme ça? Oui, on est crevé là. Majoritairement on préfère comme ça? Ok, eh ben on reste comme ça alors. Donc là il y avait toi et toi. Il y a un camarade qui est intervenu là au niveau syndicaliste, alors je vais prendre ma casquette de syndicaliste aussi. Je suis retraité CGT cheminot, voilà. J'aime pas du tout le corporatisme, parce que souvent chacun défend ses intérêts, c'est propre à l'être humain, il n'y a rien de dramatique. Ce que je viens d'entendre me rassure, parce qu'on est un petit noyau au sein des syndicats à promouvoir le syndicalisme. Pourquoi? Parce qu'il doit être rassembleur normalement. Et là, ce sont quelques personnes de la CGT. Manque de chance, nos grandes instances nationales officielles, ils sont pas toujours très chauds pour partir sur les terrains comme ça. Donc nous sommes un peu des aiguillons, il en faut. Il y en a un peu partout. Et c'est bien que ces gens-là participent à faire monter la chose. Benjamin vient d'en parler. Il y a l'eau, oui, c'était fait sur le plateau. Il y a les transports, la forêt. Donc on n'en a pas trop entendu parler de ça jusque-là. Ce sont le bien commun, on en a parlé, le bien commun. Mais service public de l'eau. On parlait des agences, mais les services publics de l'eau, il est tombé en morceaux. L'ONF, on voit comment ils l'ont décapité. Même si c'était l'ONEMA, la police de l'eau, elle était refondée, elle est au sein de plusieurs structures, les gens ne s'y retrouvent pas, il n'y a plus personne pour contrôler et pour aider dans toutes ces démarches. Donc c'est bien de se syndiquer aussi, sur des syndicats qui sont revendicatifs, pas accompagnateurs de ce qu'on nous propose. Mais voilà, il faut aussi que politiquement, nos structures syndicales en haut évoluent. La pyramide, c'est fini, il faut un peu plus d'horizontalité de temps en temps. Et c'est à nous de les secouer toutes, à chacun à son niveau. Donc c'est en cours.
Bon, c'est de la CGT, on est quelques-uns très peu à essayer de lancer un débat sur le nucléaire, on en a parlé ce matin sur ce niveau. Moi je veux bien que les copains de Mine Énergie de la CGT fassent la pluie et le beau temps, mais le nucléaire c'est un problème très important qui n'est pas monté encore dans nos instances, et voilà. Merci. Suite à ce que tu viens de dire, il n'y a plus jamais ça, qui a une lourdeur mais en même temps un intérêt, c'est compliqué, mais ça vient, ça permet des dialogues au niveau national avec des gens qui ne se parlaient pas jusqu'à présent. Deuxième remarque, moi je trouve, c'est par rapport aux méthodes, on a parlé des porteurs de parole pour faire bouger les lignes de chacun, de la population, n'importe qui. Moi je trouve qu'un rassemblement comme celui-ci 2 jours, c'est fondamental parce qu'on est venu un peu de toute la France pour parler de ça, et ça on va repartir avec beaucoup de force, et c'est des rendez-vous fondamentaux et une proposition. Donc moi je fais partie de Greenpeace, mais pas que, j'ai dit ce matin. Donc au niveau de Greenpeace, ils sont assez forts en communication. Et donc on est 39 groupes locaux en France, dont un à La Réunion, un en Martinique. Et ce qui est souvent proposé, c'est que le même jour, pratiquement la même matinée, suivant presque les mêmes modalités, on fasse une action. Du coup, ça a des retombées inévitables médiatiques. Je dis ça parce qu'on sait que dans tous nos parcours, les retombées médiatiques sont souvent pas du tout à la hauteur des enjeux et sont volontairement un peu mis sous le tapis. Donc je pense que ça pourrait être aussi, enfin c'est une réflexion, d'avoir un rendez-vous pour, comme vous avez énoncé ce matin, un moment de rassemblement international sur l'eau. Pourquoi pas au niveau national, développer des actions le même jour qui font que médiatiquement c'est impossible de passer au travers. C'est une proposition. Voilà. Moi je me pose une question, mais ça fait un petit moment que j'y réfléchis parce qu'on voit là le déballement d'argent public qu'il y a. Je suis paysanne en fait en Indre-et-Loire et donc on est très concernés par les questions d'engrais en ce moment, etc. Enfin nous on n'est pas concernés, mais à quel point on sort 40 millions d'euros tout d'un coup pour soutenir l'agriculture industrielle, les bassines c'est quand même 70% d'argent public. Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a une partie du truc qui est qu'ils ont énormément d'argent et qu'en fait c'est notre argent, mine de rien c'est quand même de l'argent public. Et moi je me demandais si dans des syndicats de la montagne, enfin je sais pas en fait, où est-ce qu'on peut avoir un poids sur l'utilisation de l'argent public et comment est-ce qu'on arrive en fait à renverser ça, parce qu'en fait il faut se dire que tout ce modèle-là il tient pas sans argent public en fait. Nous, on est paysans en bio, en agriculture paysanne, on est probablement beaucoup moins dépendants de l'argent public que beaucoup de producteurs industriels en fait. Et je me demandais si ça a déjà été réfléchi et comment est-ce qu'en fait ça pourrait être un levier d'action en fait, de couper les sources de financement public pour ce type de projet, quoi. Je suis désolée, c'est une intervention un peu à l'arrache parce que je connais très mal ce dont je veux parler, mais ça me paraît pertinent de poser ça là si on a l'intention d'acquérir collectivement des savoirs sur l'eau qui est autour de nous. Donc je sais qu'il y a un site web qui s'appelle sécheresse.fr. Donc c'est une initiative qui commence à dater, je pense, de 2015, un truc comme ça. Et donc c'est un collectif de gens qui ont été, à partir de témoignages et de prévisions climatiques, répertoriés quelle zone de France aurait quel niveau de sécheresse dans les années à venir. Et l'intention un peu plus poussée de ce projet-là, c'était aussi de faire de l'éducation populaire et du coup d'avoir des comités locaux qui soient en mesure d'étudier l'eau aux alentours, etc. Et je viens d'aller voir sur leur site, en fait, les personnes qui ont été à l'initiative de ça, il y a leur contact et leur numéro de téléphone et tout. Et donc ça me paraît pertinent de vous donner cette information qu'il y a un petit groupe de gens qui ont déjà été à l'initiative d'un truc comme ça il y a quelques années, et j'ai des échos, enfin je vous en parle maintenant parce que je sais qu'elles sont encore motivées à faire des trucs du genre. Donc voilà, ça s'appelle sécheresse au pluriel.fr, et dans la partie contact il y a les contacts des gens. J'ai 68 ans, j'ai quelques années de lutte au moins sur Vitel, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on lutte contre un manque d'eau qui est connu depuis 1970. Et les mecs qui sont au pouvoir, qui gèrent cette histoire de manque d'eau, ils appartiennent aux mêmes familles politiques depuis 50 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à se mobiliser, on va, comme tu dis, discuter avec ces élus, on va dans les commissions, mais pipeau, quoi, c'est rien. Nous, on a obtenu des victoires, l'abandon d'un pipeline, pof, ils font un sage, ils ressortent un pipeline ailleurs.
Ils vont dans une autre vallée chercher, d'accord? On a obtenu des condamnations d'une élue. Oh, ben c'est pas grave, ils l'ont exfiltrée, celle-là. Hein, mais la caste politique qui est derrière, elle est toujours là. Elle est toujours là. On a obtenu la condamnation d'une officine de Nestlé qui fait de l'entrisme dans toutes les écoles. Elle a été reconnue coupable, mais c'est pas grave. L'éducation nationale continue à la conventionner. Le conseil départemental, le conseil régional continue à lui filer des subventions pour aller distribuer la bonne parole dans les écoles. On se fout de notre gueule. Je veux dire, on perd notre temps. On perd notre temps. Moi, j'ai 68 balais. J'ai quand même envie d'avoir quelques années un peu aussi à aller écouter les oiseaux, aller peut-être à la campagne, vivre un peu sainement. Donc, c'est clair pour moi, il y a urgence écologique. À Vitel, il y aura bientôt plus d'eau. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'emploi. Il y en a une qui a dit 3 jours sans eau et on est mort. Nous, si on n'a plus d'eau dans nos nappes, on crève. C'est Vitel, ville morte et tout un secteur. Et tout ça, ça va arriver très vite. Très vite. Dans 10 ans. Dans 15 ans, peut-être. C'est demain. Hein. Donc, il y a urgence écologique, urgence sociale. Chez nous, il n'y a plus de jeunes. Ils foutent le camp, ils n'ont plus de travail. L'emploi diminue à une vitesse vertigineuse. On est dans un déni total de démocratie. Imaginez-vous qu'à Vitel, on vient d'apprendre hier qu'on nous colle une enquête publique, là, ce mois-ci, en pleine période électorale, à la demande de Nestlé, qui veut faire revoir ses prélèvements dans les nappes, des nappes du dessus. Hein, il y en a 3. Une enquête publique, c'est Nestlé qui diligente le préfet. Et ce petit valet signe l'arrêté d'enquête publique. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Mais ils se foutent de notre gueule, quoi. Hein. Donc, je veux dire, on en a marre. C'est clair, il y a une échéance électorale, vous ne vouliez pas trop qu'on en parle, mais moi, je vais en parler. Il y a une échéance électorale dans 1 mois, d'accord? On a une porte de sortie. C'est une issue de secours. Je ne dis pas que ça va nous secourir. C'est une porte. On est enfermé dans un monde de dingue. Donc on a une porte. Il suffit de la pousser. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, ça nous appartient. C'est un avenir qu'on fera nous, qu'on fabriquera nous. Et quand je vois les capacités de mobilisation que vous avez ici, hier on était 6000. Mais si demain la gauche rafle le pouvoir, si on arrive à mettre... Non, mais voilà, je ne vais pas vous dire qu'on va mettre Le Pen ni Zemmour au pouvoir, quoi, ni Hidalgo, bon, c'est tout, ça suffit. Donc si demain, il y a une prise de pouvoir par la gauche, il y a des gens qui ont parlé hier, il y a quand même des gens qui ont des programmes, vous savez ce qu'il y a dedans, allez les lire, nom de Dieu, les programmes. Il y a des gens qui sont complètement en phase avec nos luttes ici. Bon, si on met ces gens-là au pouvoir, si nous, on les met au pouvoir, c'est notre vote à nous, c'est pas celui de mon voisin, de mon cousin. D'accord? La responsabilité, elle nous appartient. On n'a pas besoin de consignes de partis politiques. On s'en fout de nos dirigeants. S'ils se tapent dessus, qu'ils aillent se faire voir. C'est notre responsabilité. C'est à nous de voter. C'est à nous de savoir si on veut sortir de cette boîte noire. D'accord? Et quand je vois les capacités de mobilisation, ça veut dire que demain, si on arrive à gagner les élections, demain, il y a 6000 personnes ici qui reviennent sur les bassines et qui disent aux paysans, vous voulez pas foutre le camp? Mais nous, on va vous dire de dégager. Voilà, et vos bassines, on les vide. D'accord? Au revoir. Et nous, on va aller occuper l'usine Nestlé et dire à ces mecs-là, vous voulez pas partir? Mais dégagez. Hein? Dégagez. Vous partez. Voilà. Et les étudiants, ils vont aller dans la rue. Et ils vont dire à Blanquer, tes universités privées, on n'en veut pas. Nous, on rentre dans les facs. Et on reste dans les facs. Et on occupe les facs, etc. Et la capacité de mobilisation, elle est là. Elle est à utiliser demain pour appuyer un pouvoir qu'on peut mettre en place et qui peut-être nous donnera une possibilité de sortie si on sait s'investir encore plus qu'aujourd'hui, encore plus que demain. Bon, bonjour Pierre, je viens d'une petite ville de Mel à 40 km d'ici, je ne représente que moi. Je ne vais pas parler du fond, moi, je vais parler de la forme. J'ai pas pu venir hier, donc j'étais frustré, je suis venu aujourd'hui et j'ai vu super... on va faire du réseau. Ce matin, j'ai vu un truc qui s'appelait Assemblée des rivières, c'est ça, hein, sous le chapiteau. J'ai dit super, peut-être qu'on va pouvoir discuter tout ça. Et en fait, c'était des témoignages. Et c'était super. Moi, j'ai passé un moment très intéressant. On voit tous les liens qui se font dans toute la France. Et j'ai senti une assemblée de gens qui étaient contents d'être là, qui étaient motivés. Il y en a plusieurs qui ont dit, mais voilà, ça va donner quelque chose, on repart motivé vers chacun notre petit coin où on a l'impression d'être tout seul face à des pouvoirs très forts.
Donc là où je veux en venir, c'est au moment de maintenant. Moi, j'avais cru comprendre que maintenant, c'était un moment où on construisait en fait cette coordination. Alors, j'accuse personne, hein, parce que c'est très compliqué, mais c'est vrai que par exemple, il y a une personne à un moment qui a dit est-ce qu'il faut faire des groupes de travail. La manière dont on a répondu à la question ne m'a pas satisfaite, et je pense que certains, j'ai cru entendre que certains n'étaient pas satisfaits de la manière dont on avait répondu à cette question, collectivement. C'est un exemple. J'ai entendu aussi des gens qui s'agaçaient un peu du fait que certains ou certaines personnes, très impliquées, très engagées, et on ne va pas leur contester ça, ont pris la parole plus longtemps que d'autres. Bon. Et on était peut-être encore dans le témoignage qui était le cadre de ce matin. Mais, alors effectivement, tout ça c'est compliqué. Par contre, ce qui a changé dans les mouvements militants, par rapport à il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, il y a des professionnels de ça. Il y a des animateurs professionnels, des gens qui savent gérer ça. Des gens qui auraient peut-être pu dire, tiens, d'où est-ce qu'on vient les uns les autres, il y a eu des propositions qui ont été faites. Comment on passe après à qu'est-ce qu'on en fait de ces propositions? Il y a des gens qui ont dit tiens, faudrait travailler sur la question des médias, ou faudrait travailler sur faire de l'éducation populaire chacun dans nos coins, donc il faut peut-être construire des outils qui soient disponibles pour des gens qui ne sont pas encore experts dans leur coin. Ben, comment on répond à ça? Est-ce qu'on trouve que c'est bien ou pas? Et c'est vrai que ça, ben, ça demande un peu de métier et d'expérience d'animation. Et je sais pas, j'ai pas vu, j'étais assis par terre, qui a cliqué c'est qui veut animer avec moi, mais c'est vrai que ben, je trouve que ça manque. Et pour les prochains rassemblements, parce qu'aujourd'hui c'est précieux, le temps de parole il est précieux, et s'il y a d'autres rassemblements comme ça, à échelle très régionale ou même nationale, ben, je pense que c'est une idée à creuser de se dire d'avoir un pro qui vient et qui va animer ce temps-là. Parce que je pense qu'on en ressortira non seulement avec la patate parce qu'on est motivé, mais aussi avec des trucs concrets, des trucs prêts qui vont nous servir derrière. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Et, je vous remercie, je suis très content d'être là. Alors, en tant que personne qui s'est retrouvée à l'animation de cette réunion environ 30 secondes avant que ça commence, parce que la personne qui devait le faire n'était pas disponible, il y a quelques éléments de contexte qui sont que, notamment, il y a eu un décès ce matin, enfin cette nuit, et du coup on a démarré en retard, et du coup bah, voilà, on fait un peu comme on peut. Évidemment, de toute façon, c'était pas aujourd'hui qu'on allait structurer le parti de la révolution de l'eau, voilà, mais je crois qu'on en parle un peu en fait en soi. Le fait que ça circule, c'est pas sur une journée comme ça, en ayant fait une manif avec 8000 personnes hier, qu'on peut structurer quelque chose comme ça. Évidemment, c'est à l'arrache. Il y a des échanges qui se font, il n'y a aucune prise de notes qui a été organisée, il n'y a rien qui a été organisé en fait en termes de comment est-ce qu'on fait plus que ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire échanger des paroles. Mais peut-être qu'effectivement, là maintenant, et je vais donner la parole à la personne qui est devant moi, qui avait levé la main quand même, peut-être qu'effectivement, là, le temps qui reste, je ne sais pas combien de temps on va se donner, je sens qu'il y a déjà des gens qui sont en train de partir, il y a des gens qui doivent rentrer, etc. Peut-être que dans la demi-heure qui vient, on peut aller vers, et moi j'avais l'impression qu'il y avait peut-être l'envie, alors je regarde un peu les camarades du collectif Sinon Merci aussi, que j'aimerais bien peut-être qu'ils prennent la parole, mais en tout cas de dire que peut-être que ça peut être bien de se refaire un temps où on prend vraiment le temps pour s'organiser. Alors je ne sais pas si on a besoin de professionnels comme tu dis, je pense qu'on peut le faire nous-mêmes, on sait le faire nous-mêmes, je crois, on peut le faire comme ça en auto-organisation. Mais par contre d'avoir plus de temps pour vraiment parler du fond et de pouvoir construire quelque chose, ça pourrait être une proposition de se dire, bah, je sais pas, que ça soit dans 3 mois ou dans 1 an, on fixe une date et à cette date-là, pendant 3 jours, pendant 1 semaine, pendant 2 jours, j'en sais rien, on se retrouve et là, spécifiquement pour se structurer comme ça, à partir des bassins versants, à partir des exemples comme celui du syndicat de la montagne Limousine, parce qu'il y a les échéances électorales dans 2 semaines, mais si jamais la gauche ne gagne pas, qu'est-ce qu'on va faire hein? Je vous pose la question. Justement, par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors, attends. Il y avait la dame qui voulait prendre la parole, mais je ne sais pas si votre intervention était en ligne. C'était avant que les gens partent, vous pouvez laisser des contacts. Oui, donc vas-y, attends, je vais te donner la parole. Vas-y, Laurie. Excusez-moi, ouais, avant que s'il y avait des gens qui étaient sur le point de partir, mais qui auraient envie vraiment d'être intéressés pour qu'il y ait une suite, et qu'en effet, peut-être on se pose des jours pour se rencontrer, parler, avoir vraiment le temps, comme tu proposais, qu'on construise des choses ensemble. Au départ, on voulait vraiment faire un week-end vraiment complet que là-dessus. Il s'avère que dans les décisions collectives, on se dit oui, mais il faut faire une manifestation, blabla, et que le temps de discuter, si on met que ça, il n'y aura personne qui viendra. Bon, il s'avère qu'on est apparemment super motivés pour se retrouver tous et puis continuer les échanges, donc tant mieux. Donc en fait, ce serait bien que tous ceux qui seraient intéressés pour continuer de se dire il faut qu'on construise des choses ensemble, qu'on ait une feuille de contact
Et comme ça, on pourrait créer un genre de grande boucle où tout le monde pourrait avoir les infos ou donner des infos. Il y en a eu une ce matin, en fait, qui a été mise en place. Et elle est où, celle de ce matin? Il y avait un grand carton. Il est sous le chapiteau, il a le grand carton. Voilà. Juste l'adresse mail de tous les collectifs. Voilà. Oui. Il suffit de faire une photo et après. Ok. Sinon, il faut aller à l'accueil et vous laisser aussi. Il y a aussi une feuille à l'accueil pour mettre vos coordonnées. Ce sera tout rassemblé. Il faut aller à l'accueil pour mettre le coordonnées si on veut se coordonner. Non, moi je voulais juste revenir sur quelque chose qui a été dit très bien dans ce document et qui me semble absolument fondamental. Il est indiqué se doter des moyens de soustraire aux logiques économiques la gestion et la distribution des ressources de base, l'eau, l'énergie, la forêt, l'alimentation. Il me semble que c'est absolument... Enfin, tout est dit, mais tout n'est pas résolu, parce que c'est ça le problème essentiel. C'est qu'on est quand même dans une société qui a été configurée depuis... alors, on a parlé du capitalisme tout à l'heure. Il ne faut quand même pas ignorer que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, disons depuis les années 60, en tout cas en ce qui concerne l'agriculture, mais on peut l'extrapoler à toute la société même mondialement, on est dans une parenthèse qui est en train de se refermer, qui est celle des énergies fossiles, et que ça a structuré toute notre organisation, toute notre façon de vivre, toute notre culture même. Hein, on a parlé de ces cultures qui se sont perdues. Et ça me semble essentiel de vraiment intégrer cette idée que définir quels sont les besoins de base, définir collectivement comment on répartit les ressources, comment on les consomme, comment on les met en œuvre, dans un monde qui va être forcément différent, c'est peut-être... voilà, moi je voudrais juste dire que c'est pas uniquement politique au sens politicien du terme, mais idéologique. Il y a vraiment un gros travail de fond qu'il faut vraiment embrasser, s'approprier collectivement, et que effectivement ce rassemblement autour de l'eau, l'eau étant le lien, quand on parle l'idée des bassins versants me semble extrêmement intéressante, parce qu'on a vu à quel point dans cette manifestation, ce qui nous a peut-être rendu heureux, c'est qu'on était très différents. Moi alors, je ne me suis pas présentée, je suis viticultrice en Gironde. Je représente la Confédération paysanne au Césaire de Nouvelle-Aquitaine. Et moi, ce qui m'a enthousiasmé quelque part et donné du courage, c'est de voir qu'on était... il y avait des syndicats ouvriers, il y avait la Confédération paysanne, il y avait des paysans, il y avait des gens de la société civile de toutes parts, des artistes, et que tous ces gens-là, vraiment, on sent qu'ils ont ce besoin, cette conscience que les richesses du monde sont à partager équitablement, avec parcimonie, mais équitablement, et qu'il y a un bien vivre ensemble à reconstruire. Mais il ne faut pas se cacher que c'est compliqué et que ça sera à un niveau de consommation beaucoup plus bas que nos habitudes actuelles. Et ça, il faut quand même l'intégrer. Mais je pense qu'on est en train de s'armer pour l'intégrer, pour le mettre en place. Et, bon, et je voulais juste dire, par rapport au bassin versant, que le Césaire Nouvelle-Aquitaine a demandé à participer au bassin versant et qu'au sein du Césaire Aquitaine, il y a quand même un consensus pour que les ressources de base soient considérées comme des biens communs, l'eau, la terre en particulier. Ça a été, ils l'ont écrit et voté. C'est quoi le Césaire? Ah oui, pardon. Oui. Oui, c'est normal, personne ne connaît, c'est absolument normal. C'est la deuxième assemblée. Il y a le conseil régional qui est l'exécutif, et le Césaire, c'est l'assemblée consultative, on va dire, et qui réunit la société civile. C'est-à-dire tout ce qu'on est là, mais
Qui n'a pas de pouvoir. Qui a du pouvoir ou pas? On donne des avis sur tout ce fait conseil régional. Et donc, ce que je veux simplement dire, on n'a pas le pouvoir, mais s'appuyer sur les avis du Césaire quand ils sont favorables à tout ce qui fait notre débat ici, il ne faut pas hésiter à le faire. Parce qu'ils écrivent des trucs parfois très intéressants sur ce qu'est un bien commun, sur la façon de le... Mais qui siège au Césaire alors? Qui siège? Comment les gens ici? Il y a la CGT, il y a Solidaire, il y a... Les syndicats, il y a les patrons aussi. C'est la société civile organisée. Ok. Oui. Ok. Il y avait une personne qui a proposé, je le dis comme ça juste parce que je pense qu'elle leur prendra la parole après. Il y a une personne qui a proposé qu'on fasse un appel en soutien aux Mexicains. Donc à la suite, là, s'il y a des gens qui sont motivés pour faire une vidéo, il y a un petit texte qui a été écrit, je crois, et de se réunir en groupe pour que ça fasse qu'on est nombreux. Donc je laisserai René-Lise l'expliquer après. C'est la personne de Vitel qui était juste là. Je pense qu'elle a dû partir organiser ça. Mais juste te dire à la fin, là, après, il y aurait l'idée de tourner un petit clip. Voilà. Il y a 3 personnes qui veulent prendre la parole. Bon, là, les énergies sont en train de se dissiper. Oui. On a eu un bon temps d'échange déjà. Je sais pas, on peut aussi... Voilà, il y a encore 3 prises de parole, donc des gens qui ont levé la main, donc on va leur donner. Je crois pas qu'on va aboutir à un truc concret, mais c'est pas grave. C'est pas forcément l'objectif à tous les coups d'aboutir à un truc pas mal. Bonjour à tous. Je voudrais revenir sur le début de la discussion qui posait la question des moyens de se rapproprier ce qui nous a été volé et que nous avons oublié. Cette question des moyens de comment trouver un chemin vers des savoirs, des pratiques, des formes de liens humains, non humains, qui pourraient nous redonner la puissance, pas que politique, mais notamment politique. Je pense que c'est une question fondamentale aujourd'hui. Sur la question de se rapproprier, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a se rapproprier ce qu'on connaît encore ou déjà, et se rapproprier ce qu'on a oublié. Et cet oubli, je pense qu'il est lié à une violence qui a été refoulée et qui a été aussi oubliée. Comment on fait pour se souvenir de ce qu'on nous a volé? Et je pense que si on pose ces questions en ces termes-là, on évitera des fausses questions sur les moyens politiques de la lutte, de quelle forme, élection, institution, pas institution, conflit, pas conflit, etc. Je pense que si on cherche ce chemin, peut-être même comme une rivière qui creuse son lit, peut-être qu'on sera plus sensible à des choses qui nous paraissent anecdotiques ou même trop grandes pour nous, mais qui pourraient nous donner de la force. De la force de comment s'organiser collectivement, de la force de comment réussir à partager ce qui reste de l'ordre du privé. Et du coup, être peut-être moins prisonnier des catégories dans lesquelles on est enfermé aujourd'hui, c'est-à-dire la catégorie de l'urgence, la catégorie du pouvoir supplombant, la catégorie des rapports entre égaux, et ainsi de suite. Je suis un peu confus, j'aime pas trop prendre la parole par un micro, mais... Et du coup, voilà, c'était juste pour dire ça. Merci. Alors, il y avait toi et moi. Et après, je propose que peut-être Benjamin, si tu veux dire le mot de la fin, t'auras peut-être envie de dire quelque chose? Pas forcément. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va se revoir. On va certainement se revoir cet été. Donc là, je suis allé faire un tour, voir si je voyais des copains, mais il n'y a pas forcément de date effective de Calais. Il y a des histoires des législatives. Il y a la fête nationale. Mais dans ces coins-là, en fonction des projets, comment ça va se passer, on va peut-être certainement être amené à se rassembler. Le rassemblement des rivières, on est quand même là pour savoir comment se coordonner, comment fonctionner ensemble. Toute l'après-midi, moi j'ai vu qu'il y a vraiment besoin d'une commission, d'une cellule expertise, donc des groupes de gens qui vont, comme Philippe nous demande d'y aller au contact des populations, et même sur les zones sensibles, aller voir les irrigants, aller chez eux, essayer de discuter, créer le contact. Si on ne voit pas au contact, c'est eux qui vont venir, ils seront mal intentionnés, donc prenons les devants, allons au contact. Donc vraiment un groupe
qui peut s'occuper un groupe de travail qui peut travailler sur cette thématique-là avec votre expertise derrière. Un groupe de travail qui peut travailler sur l'expertise de comment fonctionnent les outils administratifs, l'organisation, SDAGE, SAGE, Commission locale de l'eau, ARS et compagnie. Donc il peut y avoir une cellule comme ça pour renforcer tous les gens qui démarrent ou qui débutent. Il y a un troisième point identifié, c'est le groupe de pression et de lobby qu'on est en capacité d'entretenir avec toutes les organisations nationales pour appuyer, comme on le fait avec les soulèvements, des endroits où localement ça pêche, où il n'y a plus d'énergie et bim, tu débarques à 10 000, tu as un peu plus de poids. Donc c'est comment continuer notre moyen de pression, ça fait un troisième groupe de travail. Et l'idée c'était de faire circuler une feuille, déjà d'amender, de voir s'il en faut 3, 4, 5, c'est quoi les choses importantes, et la coordination. Voilà. Qui serait donc comment on communique tous ensemble, c'est simple, tu arrives sur un site, tu bipes dessus, tu as toutes les adresses de tous les collectifs. Il y a déjà des travaux en cours de référencement de toutes les luttes, mais peut-être pas spécifiquement par rapport à la flotte. Voilà, donc moi je vois ces 4, il y en a certainement d'autres, mais voilà, on se coordonne, on communique ensemble, on travaille le lobby, on expertise et on est force de proposition. Donc en fait, les PTGE alternatifs, il faut les pondre, et pas par rapport à des limites territoriales XY, par rapport à la définition du bassin versant. Donc c'est aussi être force de production. Après ces expertises, on produit, on est force de proposition sur les PTGE alternatifs, des vrais projets de territoire. Et puis le quatrième, c'était quoi? C'est qu'a suivi? Coordination, force de lobby, force de proposition, d'enquête, voilà. Et puis aussi les stratégies politiques à l'échelle des organisations. Voilà. Ça fait 4 groupes. S'il y a une feuille, il y a un monsieur qui dit « Ah, mais il faut qu'on se... » Voilà. Et le monsieur qui est là, il peut prendre la liste de gens qui pourraient partir dans ces groupes de travail pour préparer la prochaine rencontre au mois de juin à l'Assemblée des Rivières. Ah, il y a un truc au mois de juin? Au mois de juin, il y a les législatives. Maintenant, c'est à nous de définir quel est le moment le plus stratégique par rapport à la fois à la ressource en eau, à l'arrivée des estivants, si on doit faire des blocages. On sait qu'on a des endroits stratégiques où il y a des milliers de personnes qui vont sur la côte, notamment en Vendée, d'Oléron et compagnie. Donc le rapport de force sera tout de suite encore plus en notre faveur, on va dire, si on organise quelque chose cet été, avec la capacité d'aller toucher les estivants et compagnie, quoi. Et il y a aussi les urgences que s'il y a des tractos qui débarquent sur une prochaine bassine, voilà. Donc il y a donc j'ai pas les échéances. Donc ce qu'on s'est dit là, c'est qu'on va déjà analyser ce qui s'est passé cette semaine, se voir rapidement avec les soulèvements, la conf et compagnie, pour pouvoir faire un communiqué de presse dans les semaines qui arrivent pour proposer une prochaine date de rassemblement, mais qui va certainement être un enjeu politique, stratégique, à une date stratégique. Je sais pas, c'est pas bien de le faire juste avant les législatives? Ou après, en fonction des cartes seront distribuées, il n'y a pas trop d'enjeux, j'en sais rien en fait. Voilà, donc le 14 juillet, sinon c'est le bal national, je sais pas. Il y a cette idée qui a été mise donc voilà les pistes, merci. Et donc si vous voulez participer on va essayer de coordonner ça en amont là, de se mettre une liste, merci. Alors, il y avait la dame là, et après vous? Vous voulez dire un truc? Juste un mot, parce qu'il me semble que la dimension de la connaissance et de l'histoire et de la géographie a aussi été évoquée à plusieurs reprises. Et que voilà, alors je ne sais pas dans quel... Dans l'expertise. Dans l'expertise, ok. Dans l'enquête, d'aller au contact. J'ai rien à ajouter parce qu'en fait, tu as tout dit. Les 4 groupes là, c'est fondamental et une échéance rapide, c'est fondamental. Merci beaucoup. Continuer avec l'énergie. Oui, voilà.